Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. Alors si aujourd'hui c'est moi, Hermano, qui fait l'introduction, vous imaginez bien que c'est parce que c'est Charlie qui mène l'épisode du jour. En fait, d'un épisode, c'est plutôt un live qui a été fait sur la chaîne OpenTree, qui est retranscrit sous forme de podcast. Et aujourd'hui, dans cette version podcast du live d'OpenTree, Charlie et son invité, Pierre Griffon, que vous avez déjà entendu sur la partie aéro, vont parler d'un sujet essentiel pour tous les coureurs et triathlètes, c'est-à-dire comment courir sans se blesser, comment optimiser sa foulée et comment améliorer sa technique de course à pied. Pour ça, Charlie a à nouveau fait appel à un expert, Pierre Griffon, kiné, ostéo et triathlète longue distance, qui partage ses meilleurs conseils pour comprendre et prévenir les blessures, pour ajuster sa foulée et intégrer les bons exercices à sa préparation. On le répétera jamais assez, l'heure en faut, il en faut, et il y a plein d'autres exercices à ajouter. Charlie et Pierre ont abordé plein de sujets concrets, la cadence, l'attaque du pied, le renforcement musculaire, la gestion de la douleur, et j'en passe. Et surtout, ils vous donnent des exercices pratiques pour progresser tout de suite. Comme d'habitude, le live est dispo en replay sur la chaîne YouTube OpenTree et on vous encourage aussi à aller y jeter un coup d'œil, notamment pour voir les exercices et les démonstrations dont il parle dans l'épisode, la petite partie bonus qui n'est pas reprise dans l'audio, que sont les questions des auditeurs. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle qu'on a besoin de votre avis. On cherche à améliorer encore les lives OpenTree et le podcast Devenir Triathlète X OpenTree, et pour ça, on a mis en place un sondage ultra rapide. Vous le trouverez sur devenirtriathlète.com/sondage. Dites-nous tout simplement ce que vous aimez, ce qu'on pourrait améliorer et ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne écoute avec Charlie et Pierre. Bonsoir, je suis avec Pierre. Comment ça va, Pierre? Bonsoir, impeccable, en pleine forme. Ouais, prêt pour ce live? Prêt pour ce live. Alors Pierre, vous l'avez déjà vu pour la plupart il y a quelques semaines sur un de nos précédents lives sur lequel on a parlé de la position à vélo, comment est-ce qu'on soulage ses douleurs à vélo, comment est-ce qu'on les prévient même, et comment est-ce qu'on améliore sa position pour tenir plus longtemps ou rouler plus vite. Ce soir, on va parler course à pied avec Pierre. Le sujet de ce soir, moins de douleur, meilleure technique, les secrets de la mécanique en course à pied. Bon, ça fait un beau programme, Pierre. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir évoquer ensemble. On va voir globalement ce soir comment courir sans se blesser, optimiser sa foulée et mieux comprendre ce qui impacte notre corps en course à pied. Il y a 3 trucs sur lesquels on s'est concentré pour ce soir et 3 enseignements probablement avec lesquels vous allez pouvoir repartir avec des réponses. C'est que vous voulez probablement progresser et arrêter de galérer avec les douleurs. Alors, il y a 3 bonnes raisons pour écouter ce live. Le premier, c'est de comprendre pourquoi on se blesse et comment interpréter la douleur. Le deuxième, c'est de savoir si votre technique de course à pied aujourd'hui vous aide ou a plutôt tendance à vous pénaliser. Et enfin, de découvrir les exercices essentiels que Pierre va nous donner, lui qui est kiné, ostéo et triathlète, pour renforcer votre corps et courir mieux. Juste avant de démarrer, si vous nous suivez en live, vous avez la petite icône de chat en bas qui vous permet de poser vos questions en direct. On s'assurera de les prendre pendant le live avec Pierre. Si vous êtes en replay sur YouTube, vous avez la rubrique commentaires juste en dessous. Laissez-nous vos questions, vos commentaires et on se fera un plaisir d'y répondre. On vous fait la promesse ce soir de ne pas partir sans avoir traité toutes les questions. On va essayer. On va essayer. En essayant de rester simple parce que c'est un vaste sujet. Très bien. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet avec Pierre et de le laisser se présenter, petite présentation rapide d'OpenTree si vous nous découvrez ici ou sur YouTube. OpenTree, c'est la plateforme d'entraînement destinée aux triathlètes amateurs qui propose des plans sur mesure, un suivi personnalisé et des conseils pour progresser efficacement. Si vous voulez structurer votre entraînement et optimiser votre progression, vous savez qu'on est là pour vous accompagner. En ce moment, c'est plus de 410 triathlètes qui s'entraînent avec nos programmes et un peu plus de 55 000 personnes qui lisent nos contenus sur le blog chaque mois. Si ça vous tente d'essayer cette aventure, vous avez dans la description de cet épisode 7 jours d'essai gratuits pour tester nos programmes. C'est le bon moment. À l'heure où on enregistre, on est début février et il est temps de prendre sa saison en main pour se préparer pour les premières épreuves. J'en ai assez dit sur nous. Maintenant, je suis avec Pierre. Pierre, comme je le disais à nos auditeurs, tu es kiné, ostéopathe, triathlète depuis de nombreuses années. À part ça, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Eh ben, t'as déjà
as bien résumé la chose. Voilà, je suis bien sûr ma profession et ma passion. Je vais essayer de joindre un petit peu tout ça pour vous parler simplement de choses et d'autres sur la course à pied ce soir. Donc j'exerce en tant que kiné et ostéopathe à Nantes. J'ai pas mal de sportifs, pas forcément que du triathlon, de course à pied, d'autres sports. On va parler de la course à pied ce soir, donc c'est surtout eux que ça va intéresser, et les triathlètes bien sûr. Mais voilà, je traite un petit peu tous les sujets. C'est aussi les problèmes de dos qui ont à voir ou pas avec le sport. C'est un peu mon autre spécialité. Mais voilà, je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis triathlète chez OpenTri aussi, avec des plans d'entraînement que je peux suivre. Donc je connais bien un petit peu le fonctionnement d'OpenTri, des plans qu'on peut suivre et des objectifs qu'on peut se donner à chaque fois dans la saison. Et toi, Pierre, tu cours plutôt sur quelle distance? Moi, je cours sur du longue distance. Je préfère le longue distance. Voilà, des L, XL, voilà. Ok, très bien. Beau programme pour cette année. T'as déjà prévu des choses? Triathlon d'Alpe d'Huez, ce sera pour moi cette année. Que j'ai fait il y a 10 ans et je reviens dessus. Okay. Pour le plaisir. Le défi avec les programmes d'entraînement, c'est que t'ailles plus vite dans quelques mois qu'il y a 10 ans. Déjà, si je fais le même temps qu'il y a 10 ans, je serais content. C'est le bénéfice de l'âge. Je donne des objectifs plus simples. Super. Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est spécialiste, notamment en biomécanique, de par ton métier. Je pense qu'on a plein de trucs à apprendre ce soir de toi. Peut-être, est-ce que pour commencer, pour introduire le sujet, question peut-être très simple ou peut-être très complexe, est-ce que on est fait, nous, êtres humains, pour courir déjà? Voilà, c'est une très bonne question. Bien sûr, on est fait pour courir, on est dessiné pour courir. Notre squelette est dessiné pour ça, pour la marche et la course à pied. L'équilibre articulaire se retrouve et c'est pas quelque chose d'abominable de courir. Je peux entendre parfois des conseils qu'on donne aux gens: vous avez mal, arrêtez de courir, vous avez mal au dos, arrêtez de courir, vous avez une tendinite, arrêtez tout. Et non, c'est pas toutes les études maintenant, ça a été prouvé, c'est pas du tout la bonne solution. Il faut mettre le curseur au bon endroit. Ça, on va en parler. Mais on est fait pour courir, on est dessiné pour ça, il n'y a aucun souci. Contrairement à ce qu'on avait abordé la dernière fois sur le dernier sujet, sur le vélo, où là, on est obligé de s'adapter un petit peu à la machine en douceur. Nous, notre corps, il est fait pour courir, il est dessiné pour ça au départ. Un des trucs qui vient souvent quand on pense au potentiel risque quand on se met à la course à pied, c'est la course à pied, ça abîme les articulations. Surtout chez nous, population de triathlètes, où on a 3 sports à minima, dont 2 portées, la natation, le vélo, et un sport terrestre, la course à pied. Est-ce que la course à pied, ça abîme plus que les autres sports? Non, la course à pied, ça abîme pas plus que les autres sports. Par contre, il faut pas trop contraindre. Il faut savoir jauger la contrainte qu'on va mettre à notre corps, parce qu'on s'est un petit peu déshabitué dans notre monde moderne à courir, parce que déjà, un truc tout bête, mais on est chaussé depuis tout petit, mais on a vécu pendant des millions d'années. L'homme s'est développé avec la marche et la course, où il marchait et il courait pendant des heures, toute la journée, pour chasser. On a fait ça pendant des milliers d'années. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus. Maintenant, notre vie moderne fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont décompensé et qu'on est obligé de réapprendre un petit peu, entre guillemets. Ok. Est-ce que sur cette partie apprendre à courir, tu parlais de réguler la charge qu'on met sur son corps? Est-ce qu'on parle de charge d'entraînement, de volume d'entraînement, de distance, ou il y a d'autres choses là-dedans? On parle de charge d'entraînement, de volume, de contrainte articulaire, de vitesse aussi. On a tendance la plus grosse erreur que je vois le plus souvent, c'est de courir son footing de base trop vite. Okay. Même si on court pas très longtemps, indépendamment du volume. Ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois dans 80% des cas. Et c'est marrant parce que ça, tu le vois toi en tant que professionnel de santé. Nous, on le voit aussi côté entraînement. Clairement, c'est probablement l'erreur la plus répandue. C'est de courir son niveau d'endurance de base un peu trop élevé. Ça, c'est vrai dans les 3 sports d'ailleurs, en triathlon. Et c'est vrai que vous nous faites aussi, vous qui suivez des programmes, souvent ce retour-là en disant ma zone 1 en course à pied, c'est trop facile, quoi. Je vais pas m'amuser à passer 1 heure sur du 10 minutes au kilomètre, sur du 6,30 parfois pour certains athlètes. En fait, si. C'est là qu'il y a l'assimilation des tissus. Le
cardio-respiratoire est toujours en avance sur ce que peuvent tenir les cartilages, les tissus, les tendons, les ligaments, tous nos tissus, les ménisques notamment. Et c'est naturel, c'est comme ça que ça nous permet de prendre la fuite en cas de danger. N'importe qui est capable de prendre ses jambes à son cou et de courir très vite, même s'il a jamais couru ou qu'il ne court jamais. Et donc c'est bien fait, mais on oublie qu'il y a cette espèce de décalage qui est permanent et donc il faut en tenir compte. Ok, ouais, c'est intéressant. Les tissus ont toujours un retard sur le développement cardiovasculaire. Très intéressant. Par quoi tu veux commencer maintenant ce décryptage, en gros, du sujet de la technique en course à pied? Je commencerai bien par vous parler de la douleur, de la gestion de la douleur en général. La douleur, il faut le prendre parce que ça commence comme ça en fait. Ce que je vois moi dans mon cabinet, les gens viennent bien souvent trop tard ils ont une petite douleur qui apparaît, qui vient une fois, deux fois, ils s'habituent un peu à ça et ils attendent le moment où vraiment c'est intenable, où il y a de la boiterie qui s'installe pour venir consulter en disant bon là il y a un problème et parfois c'est déjà inflammé et du coup le fait qu'ils aient attendu autant qu'ils soient allés jusqu'à l'inflammation, ça retarde énormément. Okay. Et en tant qu'athlète, en tant que coureur, comment est-ce qu'on distingue une simple gêne très passagère, d'une gêne un peu récurrente, d'une vraie douleur? Comment est-ce qu'on peut se placer le seuil pour savoir quand venir consulter un spécialiste? Pour moi, il y a des douleurs qui sont tout à fait tolérables. On sent qu'on a une petite pointe, ça tire un peu. Tout ça, ça reste normal entre guillemets. Nos tissus sont en train de s'habituer. Moi, je dis jusqu'à 3/10, on est à peu près tranquille en termes de ressenti de la douleur. On peut se dire là, mais c'est une information dont il faut tenir compte. Faut pas se dire aujourd'hui j'étais fatigué, j'ai 3/10, bon demain ça ira, je continue, j'avais prévu un fractionné, je vais le faire, faut que je tienne mon programme d'entraînement. Ça c'est une erreur aussi. Il faut se dire j'ai une douleur à 3/10, donc ça veut dire que là avec ce que j'ai fait, demain il va falloir que je laisse un peu de repos, que la prochaine fois ce serait mieux que ce soit 2,5 et il faut baisser la contrainte qu'on met en termes d'intensité ou de durée. Ouais. Sinon, on va dans le mur à tous les coups. Ok. Donc, comme repère, 3/10, je commence à me dire que je surveille et voilà. Au-delà, c'est sûr, je viens consulter. 4/10, je veux bien, mais ça, à partir de 4-5 d'expérience, donc c'est le retour que me donnent les gens. Moi, après, tout est propre à chacun. Vers 4-5, on commence à boiter. Okay. Ça, c'est trop tard. C'est déjà, il y a quelque chose. On est déjà on va perdre du temps derrière dans la récupération. Alors que si on l'avait pris tout de suite, si on avait diminué en fait sur 1, 2, 3 séances tout de suite, on fait. Alors attention, c'est la séance d'entraînement, mais c'est aussi on fait attention à tout ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire, je fais attention à la qualité de mon sommeil, je fais attention à mon hydratation. C'est pas le moment d'aller faire des excès alimentaires parce que on sent que ça commence à tirer. Si on réagit tout de suite là, il y a plein de choses, c'est 80%, 90% des choses qu'on va passer et le corps va s'habituer, va se construire, va retrouver un équilibre. D'accord. Se renforcer. Ok. Donc finalement, c'est un message qu'on passe aussi nous depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il vaut mieux perdre une séance, voire même perdre 2-3 jours d'entraînement, exactement, plutôt que de perdre une saison ou plusieurs semaines. Ouais, de toute façon, ce sera en semaine. Ouais. Donc, vaut mieux perdre 3 jours, lâcher, reprendre même. Enfin voilà, dès que ça va revenir, le corps a du temps, s'habitue pas toujours au même rythme. Il y a des fois, on est en forme, on absorbe des séances, ça se passe très bien, et d'autres fois, on a besoin de plus de récupération parce qu'il y a aussi notre vie autour, notre vie professionnelle, le stress, les angoisses qu'on peut avoir perso ou professionnel, du stress positif ou pas, mais même du positif, à un moment, ça fait beaucoup pour le corps à absorber. Et voilà, il faut tenir compte de tout ça. Ok. Toi, dans ton cabinet, quand on parle de course à pied, est-ce qu'il y a des zones particulières du corps, des pathologies un peu classiques, un peu récurrentes chez le coureur à pied, ou est-ce que ça touche, ou c'est très diversifié, ça touche un peu tout le corps? Le plus classique, c'est les genoux. Ça, c'est sûr. Le plus classique, c'est les douleurs de genoux. Tendinite d'Achille, mais très souvent, c'est le genou avec le fameux syndrome de l'essuie-glace. Ça, c'est un grand classique. Les problèmes de rotule, grand classique. Mais tout ça, c'est pareil. Si on le prend tôt, on n'est pas obligé de se retrouver complètement bloqué pendant des mois et des mois à peiner avec ça. Ok. Notamment là-dessus, je sais que moi, pour être venu te voir, notamment pour ces symptômes-là de tendinite d'Achille,
je me souviens que tu me disais, en fait, on s'arrête pas à la moindre douleur. Non. Il y a quand même une logique de poursuivre l'activité. Oui. Alors, Non, dès qu'on pense, en fait. C'est-à-dire que si le problème d'arrêter, c'est que derrière, trop d'arrêts, de toute façon, n'a pas de sens. Quelqu'un qui arrive, moi, où il a déjà flambé, il a une tendinite bien flambée, il a bon voilà, c'est flambé, il n'y a rien à faire, faut attendre que l'inflammation se calme. On va lui donner 3 semaines d'arrêt. 3 semaines, c'est déjà beaucoup. Hein. De sport, de course à pied, contraignant. Sur le vélo, il aura pas mal. En natation, il y a peu de chances qu'il ait mal, qu'il va pouvoir continuer ça. Mais sur la course à pied, on va lui dire stop pendant 3 semaines parce que c'est trop flambé. Derrière, s'il reprend qu'il a mal, faut surtout pas qu'il se dise j'arrête, il me faut 4, 5, 6 semaines. Non, il va reprendre. S'il a mal, si c'est au bout de 10 minutes, il va reprendre 5 minutes, etc., etc. Et c'est petit à petit comme ça. Et de toute façon, ça se refera pas sans douleur non plus la reprise. Sinon, on remet jamais le truc en route. Ça, c'est une notion qui est des fois, et c'est comme ça que je trouve des gens, moi, ça fait 1 an qu'ils courent plus, des années qu'ils courent plus, parce que de toute façon, à chaque fois qu'ils s'y remettent, ils ont mal. Ouais. Mais ils ont pas repris un rythme. C'est des gens, ils pouvaient courir des marathons, 4 heures, 5 heures, des trails hyper longs, puis d'un seul coup, ils ont mal, ils ont un TFL, c'est classique, syndrome de l'essuie-glace, au bout de 20 minutes, 25 minutes, parce que c'est quasiment la minute près, ils ont mal, et depuis, ils ont toujours repris, mais ils ont repris en se disant, moi, je faisais 5-6 heures, je peux bien aller faire un footing de 45 minutes, mais au bout de 20 minutes, j'ai mal, donc ça va pas. Il faut reprendre à 18 minutes, et jusqu'à temps qu'à la 19e, ça soit mieux. Mais ça marche, et on gagne beaucoup plus de temps que de s'enfermer dans je ne courrai plus jamais. Ok. Et dans la suite logique des choses, si ça se remet en œuvre, on va être capable, dans ton exemple, de courir 18 minutes, et puis la fois d'après 22, et puis la fois d'après 25, et puis de regagner comme ça petit à petit. Petit à petit. Ok. On a aussi la chance d'être dans un triple sport, dans une discipline où on a trois sports. L'intérêt, c'est aussi de juger de la douleur et de la gêne dans chacune des disciplines pour pouvoir faire un transfert, faire une compensation de l'un à l'autre. Et même d'ailleurs, dans vos plans d'entraînement chez OpenTree, ce que je trouve très bien, c'est que même quand vous avez des plans d'entraînement de marathon, spécifique marathon, je prends le marathon parce que j'en ai fait un il y a pas longtemps, vous avez du vélo associé, et ça, effectivement, je trouve ça super. Moi, je le faisais déjà avant, en fait, ça, avant d'être chez OpenTree ou tout ça, parce que j'avais bien remarqué que ça avait un gain extraordinaire, notamment le vélo. C'est pas toujours vrai dans l'autre sens, mais je trouve que le vélo en endurance fondamentale pour la course à pied, c'est top. Ça, le corps se repose, les muscles travaillent exactement à l'inverse. Hein, je vais pas rentrer dans les concentriques, excentriques, bon bref, mais ils travaillent à l'inverse, donc c'est hyper reposant pour le muscle. Ils oxygènent, ils continuent à oxygéner, le cardiovasculaire et travaille de fond. Et si on faisait 3 heures de course à pied, même très lentement, ça serait beaucoup plus contraignant que de faire 3, 4, 5 heures sur le vélo. Et on a un gain derrière, on le ressent, c'est quasiment immédiat hein, quand on se met à ça. Hein. C'est vraiment extraordinaire ça. Ouais, c'est vrai que ça permet de continuer à bosser le cardio avec de l'endurance un peu gratuite, pas du tout traumatisante. Exactement. Et assez complémentaire. Et ceux qui préféreront la natation, iront faire la natation. Si il y a des gens qui, par exemple, des fractionnés, ils sentent que c'est un peu dur. C'est vrai que des fois, pour les moins jeunes d'entre nous, des fois, les fractionnés, ça tire quoi. On sent bien que les muscles digèrent moins bien ça. Ils peuvent aller en natation. S'ils commencent à faire une longueur à bloc, une longueur relâchée, une longueur à bloc, ça vaut des 1 minute, 2 minutes, 2 minutes. Enfin voilà, à son rythme. Il faut adapter bien sûr ça au plan qui était le plan d'entraînement, mais ils vont pouvoir faire des choses en fractionné en natation très simple. Même en vélo, c'est plus compliqué. Il faut plutôt sur le home trainer, mais voilà, la récupération en natation peut aussi très bien se faire. C'est pareil, une séance de récup en natation parce qu'on sent qu'on est fatigué, usé de partout. Ça fait travailler les bras tout en douceur. C'est super, quoi. C'est très clair là-dessus. Sur la douleur, est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire? On s'est dit... Qu'est-ce que... Non, Voilà, après, bien sûr, quand la reprise, mais là, je pense qu'on va en parler par la suite, quand on reprend, on établit un plan de reprise qui semble fonctionner moyennement, là, on va s'intéresser à la technique. Okay. À se dire, peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut aller soulager. Quelqu'un qui a mal au tendon d'Achille, on se dit, peut-être qu'il y a trop de contraintes sur le mollet, comment le soulager, etc. Quelqu'un qui a mal au genou, peut-être qu'il y a trop de contraintes dans sa façon de courir sur le genou, comment le soulager, comment améliorer ça. Okay. Mais dans un premier temps, je voulais aborder cette histoire cette notion de douleur, parce que ça me paraît important de se dire que zéro douleur, ça n'existe pas. Enfin, ça existe. Franchement, même des athlètes de très haut niveau, même j'ai vu
ai vu soigner des très bons, ils ont toujours un petit quelque chose, voire même ils sont très moins à l'écoute de leur corps qu'ils n'ont pas plus que les autres. Ouais. Faut pas croire qu'ils font ça comme ça. Ils ont des moteurs extraordinaires, mais ils sentent bien leur corps. Non, il y a toujours un petit quelque chose qu'il faut savoir gérer. Mais il faut même se concentrer sur cette gestion permanente de ne pas mettre de côté une sensation, une douleur en disant ah non, j'en tiens pas compte, c'est bon, ça va tenir. Ça c'est pas non, elle est là, pas de panique, mais j'en tiens compte. Je me dis si elle revient la prochaine fois et qu'elle revient une troisième fois, il y a un moment il va falloir que j'oriente, que que je fasse les choses en fonction de ce problème-là. Ok, très clair. Sur la douleur, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet là. Le deuxième point que tu voulais aborder dans cette gestion de la charge pour sa pied qui est biomécanique, tu mettais la technique. Alors c'est quoi la technique globalement? C'est quoi les sujets qui sont là-dessus? La technique, c'est bon, on a pas mal de choses sur la technique à aborder. Il y en a des kilomètres sur Internet. On va essayer d'être très simple là-dessus. D'abord, faut pas oublier que avant d'aborder la technique, de tout changer dans cette technique, 80%, je le redis, 80% des douleurs viennent de trop vite, trop fort. Mauvaise, il y a eu un changement. Il y a un mauvais dosage et des fois n'oubliez pas les changements qui peuvent être d'ordre perso ou professionnel. Je ne m'entraîne plus à la même heure. Ça c'est un truc tout bête, mais je m'entraîne plus à la même heure, mon corps il dort pas pareil, il faut réhabituer ça. Je m'entraîne plus sur la même surface parce que j'avais une piste, maintenant j'ai changé au boulot, ça a changé d'endroit, c'est plus sur une piste. C'est souvent des petites choses comme ça. Enfin, c'est 80% des trucs. Bon. Ouais. Après, on peut aborder le terme de la technique et essayer effectivement d'aller décharger une zone qui est peut-être trop chargée ou renforcer une zone qui est un peu trop faible. Dans la technique, je dirais que la cadence de course, c'est le plus important. Avant de vouloir commencer à changer sa façon de courir sur l'attaque talon, l'attaque avant-pied, commencer à se prendre la tête, à trop réfléchir, à trop intellectualiser le truc. Est-ce que je suis penché en avant? Est-ce que je suis trop droit? Est-ce que voilà. Bon, il existe plein de façons de courir. Il y a même des grands champions qui couraient moche entre guillemets, d'autres qui couraient très beau, très voilà. Il n'y a pas une seule façon de courir. Ça se serait, sinon on la connaîtrait, on l'apprendrait par cœur, etc. Mais c'est pas du tout le cas. On sait charger, décharger des zones, mais la cadence, on sait que, c'est en fait assez physique. C'est-à-dire que on déplace un centre de gravité, donc la course, ce sont des bonds du centre de gravité vers l'avant, d'accord? Si pour déplacer un mouvement vers l'avant, si je fais des grands bonds pour la même vitesse, si je fais 3 bonds pour aller là, il y a beaucoup plus de force et de contrainte, force pour décoller, contrainte pour atterrir, d'accord? Que si j'en fais 6. À chaque fois, je pousse un peu moins, je ratterris moins fort, etc. Ouais. Et ça, spontanément, on a tendance à pas le faire parce qu'on pousse on utilise justement nos qualités. On veut pas monter trop dans le cardio. Parce qu'au début, quand on change de cadence, quand on augmente un peu la cadence, on a tendance à avoir le cardio qui augmente. Oui. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais on est en train de soulager aussi tous nos tissus en dessous. D'accord. La cadence, alors pour parler de grands repères, souvent on entend le sacro-saint 180 pas par minute. Ça, est-ce que c'est vrai? Comment on se repère si moi aujourd'hui je me rends compte sur mes footings avec les données de ma montre que je suis plutôt à 160, 165, j'imagine que je vais pas du jour au lendemain viser les 180. 5, déjà de changer de 5 la fréquence, c'est déjà bien. Ok. Donc c'est déjà un gap certain sur les articulations. Et selon nos gabarits, des grands longilignes, il va pas du tout courir comme un petit. Il est plus facile pour le petit d'avoir une plus grande cadence. Oui, okay. Spontanément, oui. Mais pour en revenir à la fréquence, 180 c'est une moyenne. Hein. Je veux dire, en dessous de 160 c'est vraiment faible. Entre 160 et 170 c'est pas mal. 170 c'est quand même, on rentre dans une zone qui est tout à fait correcte. Et puis ce sera 190 et ils seront à 200 sans aucun problème. Plutôt mon gabarit. Petit, sec, ça c'est, ils seront plutôt comme ça. Mais des grands, très longilignes, 200, c'est pas facile. Ou alors à très haut niveau, c'est sûrement. Mais voilà, ça, il y a pas de problème. Mais on va dire entre 170 et 190, c'est bien. Faut essayer de se rapprocher de ça. Après, on part de là où on est. Ouais, ok. Là-dessus, est-ce que toi, tu as des exercices concrets, des choses qu'on peut mettre en place pour améliorer sa cadence, essayer de gagner ces quelques... Oui, alors le meilleur truc, il existe des applis extraordinaires qui vous font, comment on appelle ça, le truc? Un métronome. Métronome, exactement. Exactement. Alors, il y a d'autres trucs. Il y a le métronome,
qui va vous le donner dans l'oreille et vous vous mettez dessus. Et alors, faut pas hésiter à courir sur place en fait au début, tac 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 tac, et j'y vais. Métronome. Et il y a même des playlists de musique, j'ai vu ça. Alors, c'est ça, j'allais dire. Qui vous donne le rythme exactement à 180 par exemple. La version hardcore, c'est le métronome parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais avoir un bip de 180 par minute dans l'oreille, c'est un truc, on pète un câble au bout de quelques minutes. Heureusement, on peut faire du 90 une fois sur deux, voire même du 45 une fois sur 4. Mais heureusement, maintenant, il y a des playlists. Il y a des playlists qui nous aident à ça. Mais nous, le métronome, on le fait sur tapis au cabinet. Ça marche, faut pas se le mettre à fond, sinon on pète un câble. mais ça marche. Après, franchement, moi, les patients que j'ai, souvent, ils utilisent même pas ça. Ils ont leur montre et ils le font à la sensation. En fait, une fois qu'on a compris la sensation des 180, on se met dedans et faut faire 1 minute concentrée en essayant de mettre de la fréquence et on relâche. 1 minute concentrée dans la fréquence et on relâche. Et petit à petit, ça va venir. On va le savoir quand on ralentit. Au bruit, on va le savoir. Parce que plus on va mettre de fréquence, moins ça va faire de bruit. Ça, c'est le deuxième point. Ouais, ça, c'est un autre indicateur assez fiable, le bruit de la foulée. Le bruit, c'est pour ça que des fois, le métronome, faut lâcher, faut le faire à la sensation. Nos montres, maintenant, elles le font toutes plutôt bien, à vous dire à combien on est. Donc, on l'analysera après, puis on verra qu'au fur et à mesure de ces footings, on s'habitue à ça. Mais le bruit, s'écouter courir, il y a plein de gens qui courent avec des écouteurs et tout ça. Mais s'écouter courir, franchement, c'est très intéressant. On apprend plein de trucs. Et ça aide beaucoup de se dire un peu moins de bruit. Un truc tout bête, vous avez quelqu'un qui est en train, vous savez à peu près la distance où les gens ils vous entendent arriver dans le dos là. Tout le monde se retourne parce qu'il y a un coureur qui arrive. Et ben vous allez voir qu'elle diminue. Dès que les gens on commence à se concentrer un peu là-dessus, ça diminue très vite. On se dit là, ça y est, la personne elle m'a pas entendu arriver. Enfin d'habitude ils m'entendaient de beaucoup plus près. Ça c'est un petit jeu qui marche très bien. Donc aussi simple que ça. Tout comme se concentrer sur des phases très courtes d'abord au début pour augmenter sa cadence, on peut aussi faire ce travail de se concentrer sur le bruit et chercher à faire le moins de bruit possible. Exactement. Et sans penser à la fréquence, enfin à la cadence, la fréquence de foulée. Et on va voir qu'on se rejoint très bien. L'un et l'autre vont se rejoindre. On va se retrouver avec une cadence qui est tout à fait acceptable. En tout cas, qui est améliorée. Ça vient pas du jour au lendemain. C'est toujours pareil. Rien ne vient du jour au lendemain. Donc ça, on commence à l'inclure avec parcimonie dans son entraînement. Et puis on va être capable de faire des intervalles de plus en plus longs là-dessus. Sujet suivant, sujet sensible, l'attaque du pied. L'attaque du pied, c'est un débat sans fond, ça. Voilà. Alors, en tout cas, dans ce qu'on aborde là, on est bien d'accord qu'on parle d'abord de la cadence. Enfin, moi, là, on en parle de façon, pour moi, la cadence, c'est plus important que le bruit même. Le bruit, c'est bien, mais le bruit qu'on fait est très, très proche de la cadence, Mais il faut bien se focaliser déjà là-dessus. Après, si ça suffit pas, on peut commencer à étudier l'attaque du pied. Comment est-ce que j'attaque? Comment mon pied attaque, etc. Alors, sur l'attaque du pied, d'abord, si vous avez aucune douleur, que tout va bien, même si vous avez une cadence à 150, ne changez rien. Commencez pas à vous dire, bon, si maintenant vous voulez chercher un peu de performance ou améliorer certaines zones parce qu'elles sont toujours un peu sensibles en fin de course, il y a des choses à faire. Parce qu'on sait que notre pied, en fait, il est fait pour amortir. Il est dessiné pour ça. Donc, faut l'utiliser. Le problème de l'attaque talon, c'est qu'on l'utilise pas. Mais il y a des gens qui ne l'utilisent pas et qui s'en sortent très bien comme ça. Et il y a aucun souci. D'accord? Mais il y aura plus de contraintes sur le genou. Ça, c'est sûr. D'accord? S'il a pas de douleur au genou, pas de douleur aux hanches, pas de douleur au lombaire, on change rien. Tout va bien. D'accord? Et alors, dans ces moyens-là, pour celui qui veut aller chercher un peu plus de performance et qui veut essayer de passer un peu plus sur l'avant pour sa foulée, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller Alors déjà, c'est quoi l'avant du pied? C'est tout sauf le talon. C'est pareil, on n'est pas sur la pointe des pieds, parce que si vous courez sur les métas, vous allez avoir très très mal, sauf sur une piste ou sur sur des trucs plutôt courts, sur du sprint, enfin ce qui nous concerne pas en tout cas, sur le triathlon, la course de fond, mais on va dire le médio-pied, c'est l'idéal. Avant-pied un peu plus quand on pousse, mais le médio-pied, en fait, on a une arche interne qui est la plus connue, mais il y a une arche médiale comme ça au niveau du pied. Le pied est tout organisé pour absorber. Si on court correctement
en fait, on a possibilité en arrivant sur ce médio-pied d'absorber considérablement la contrainte et que ça ne tape plus. Et ça a été testé ça avec des capteurs au niveau des genoux. Tout est quasiment absorbé. On a 90% facile. Je me rappelle plus exactement les chiffres, mais c'était vraiment important. On le voit très bien dans le reportage de Sommes-nous faits pour courir d'Arte dont je t'avais parlé tout à l'heure. Qu'on mettra en commentaire. Où ils s'amusent à mettre des capteurs, effectivement, et simplement à courir sans chaussures, on va pouvoir ressentir ça. Okay. C'est-à-dire que si on veut commencer à avoir des sensations de qu'est-ce que c'est que le médio-pied, l'avant-pied, de plus toucher au talon, il suffit tout simplement, l'idéal c'est sur un tapis, doucement, hein, 8-9 km/h pour commencer, ça suffit, hein. Faut pas, voilà, pour la sensation, parce que ça fait là il y a un réveil musculaire de plein de zones qui ne travaillaient pas, dont on n'avait pas l'habitude. Simplement à ce rythme-là, de toute façon, personne ne court sur un tapis. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Alors après, je veux bien une vidéo, sauf s'il le fait très très exprès. Mais normalement, on court pas naturellement sur le tapis. De toute façon, on peut demander à n'importe qui. Moi, je le fais dans le couloir ici. Derrière, je leur demande de courir pieds nus. Ils touchent jamais les carreaux. Hein. Le talon ne touche jamais. C'est spontané. J'aime bien donner cet exemple. Quand on va à la plage, il y a marée basse, il y a plein de coquillages. On a un truc à traverser, un petit banc de coquillages là qui pique. On se met tous sur l'avant-pied. Pourtant, on préférait être piqué sur le talon que sur l'avant-pied. Parce que spontanément, notre corps se rappelle que pour amortir, on utilise le pied, la cheville et tout ce complexe biomécanique extraordinaire. Ok. Pour aller de ce côté-là, alors il y a plein de solutions dont on a probablement tous entendu parler. Le fait d'introduire un peu, comme tu le disais, de course pieds nus, ça peut être fait facilement à la fin d'un entraînement si on est sur un stade, sur la partie herbeuse du stade. Pour ressentir, même en début, en échauffement, mais j'insiste bien, c'est on fait des 25 mètres 3-4 fois, la sensation dans le pied elle est là, et on essaye de retrouver un peu cette sensation dans la chaussure. Faut pas commencer à se dire je vais faire tout mon truc, sinon c'est sûr c'est blessure là. Et parlons-en justement les chaussures ultra minimalistes du type Five Fingers. Voilà. Donc des chaussures pour ceux qui verraient pas qui ont une semelle extrêmement fine qui a pour principale fonction de nous protéger de la surface du sol, mais qui est en aucun cas là pour aider la foulée ou la pose du pied. Ça, ce genre de choses, qu'est-ce que t'en penses, toi? Les Five Fingers, c'est la corne que l'homme de Cro-Magnon avait, que nous n'avons plus. C'est exactement ce que tu dis. Donc, c'est comme si on n'avait pas de chaussures, mais la corne et l'épaisseur de peau suffisante pour courir sur des sentiers et des chemins. Ce que j'en pense, c'est que c'est impossible de passer à ça du jour au lendemain. Je ne pense pas aujourd'hui que l'homme moderne, raisonnablement, on n'est pas élevé sur des sentiers en permanence. On n'a pas de corne sous les pieds. Pour moi, c'est dangereux. Prendre ses chaussures pour avoir la sensation, mais à la limite, on peut le faire pieds nus, hein, sur un stade d'herbe, ça marche très bien, ou sur un tapis. Je trouve pas de sens à courir un marathon comme ça. Okay. Voilà, même kilomètre. Après, ça peut passer, c'est très bien, mais il faut un entraînement pour moi qui serait déjà considérable et entièrement voué à ce but-là. D'accord. Voilà. Ouais. Dans notre pratique à nous, enfin c'est bon. On en est tellement éloigné que ce serait nocif exactement. Et courir les meilleurs coureurs du monde, ils courent pas en Five Fingers, hein, parce qu'ils se protègent le pied. Hein. Par contre, ils ont couru pour la plupart, ceux qui sont issus de toute l'Afrique noire notamment, généralement depuis tout petit, ils courent pieds nus partout. Et puis on découvre à 10-12 ans qu'ils sont pas trop mauvais. 14-15 ans, ils font des courses encore pieds nus. Puis un jour, on leur met des chaussures et dans les chaussures, ils courent correctement. C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Et les chaussures sont là pour protéger, courir, tenir plus longtemps, pas se brûler la peau, etc. Alors sans entrer dans des trucs peut-être aussi extrêmes, est-ce que tu as des choses à nous dire sur le choix du drop pour ces chaussures? Alors il y a le choix du drop, il y a l'aspect minimaliste, déjà ce que tu dis, c'est pareil, il y a vous pouvez retrouver sur internet, vous avez un site qui s'appelle la clinique du coureur où vous avez toutes les chaussures vous pouvez rentrer votre marque de chaussures et vous donner un indice de minimaliste. Ouais. Un indice minimaliste de la chaussure, c'est ça exactement le terme. C'est pareil, ça faut pas changer tout du jour au lendemain. C'est une grosse bêtise. Si on a des chaussures qui sont confortables dans lesquelles on est bien, on change rien. C'est toujours pareil. Maintenant, ça on s'interdit pas de vouloir améliorer ça. Le drop, c'est donc le drop pour ceux qui savent peut-être pas, tout le monde ne sait pas ce que c'est que le drop, peut-être, je ne sais pas. Le drop, c'est la différence de hauteur entre l'arrière de la chaussure et l'avant de la chaussure. Ok, un peu comme un talon. S'il y a un drop 0, on est complètement à plat. Toutes nos chaussures, en gros, elles sont très souvent entre 4 et des 0, ça existe, mais c'est des pointes souvent. Voilà, mais bon, nos chaussures de course qu'on utilise en triathlon, en trail déjà,
déjà un petit peu, c'est on va dire entre 4 et 12, on a les 3/4 des chaussures. Beaucoup de chaussures sont entre 8, 10, 12, les chaussures confortables, type Mizuno, qui ont été même jusqu'à 14, ils ont un peu redescendu maintenant, mais, bon, c'est ça le drop. Le drop, plus on a un drop, élevé, plus mécaniquement, nos genoux vont travailler. Ok. D'accord? Donc, quelqu'un qui, par exemple, ça lui tire très souvent sur les mollets, peut-être qu'il faut pas trop qu'il descende dans le drop. Il faut pas qu'il se l'interdise, mais il faut qu'il y ait une mollo. Okay. D'accord? Celui qui a les genoux très sensibles, facilement sensibles, peut-être qu'il faut qu'il essaye de descendre. Quand on descend d'un drop, c'est 2 mm maximum. Okay. On change pas sur une saison, hein. Et petit à petit, la saison d'après, on peut commencer à se dire, tiens, j'enlève encore 2 mm. Idéalement, est-ce qu'on tourne avec 2 chaussures, une sur l'ancien drop, une sur le nouveau pour s'habituer? Oui, pour s'habituer, ça, bien sûr, comme quand on change de chaussure, c'est bien de prendre la nouvelle et de pas changer du jour au lendemain avec la nouvelle, de finir l'ancienne et d'alterner, tout ça, c'est bien sûr, ça c'est bien. Tout doit être progressif en fait. Ok. Donc de ce que tu nous dis là, le choix de chaussures, c'est quand même un truc auquel il faut faire attention parce que ça peut influencer les blessures. Oui. Okay. Et si on s'aperçoit qu'on a un gros drop et qu'on a envie de baisser, j'insiste bien parce que ça je le vois très souvent, on prend pas 4 ou 6 mm de moins d'un seul coup. Ok, très clair. Là-dessus, sur la technique, tu nous as dit donc si on doit hiérarchiser les éléments techniques, la cadence est le plus important, le bruit de notre pose de pied, l'attaque du pied. Il y a d'autres choses après qui vont pouvoir nous guider là-dessus. Oui. Après, on rentre dans vraiment des détails des ajustements, on va dire, de façon de courir. On rentre vraiment là un peu dans la performance, beaucoup plus. Mais faut le garder à l'esprit parce que des fois, le drop, la cadence, tout ça n'a pas encore suffi. Donc on peut étudier ça un peu plus en détail. Il y a deux choses. Il y a le pas antérieur et le pas postérieur dans la course à pied. Le pas antérieur, c'est la partie où le pied vient devant se poser. Des fois, on a tendance à aller un peu trop loin. Okay. Voilà. Faut pas que ça doit vraiment venir tomber. La course à pied, c'est un déséquilibre de notre corps vers l'avant. Donc, on rattrape. Mais on va pas chercher le bitume ou le chemin ou le sentier pour le tirer vers nous. Okay. Parce que ça fait beaucoup de douleur au niveau des ischios, des fessiers, etc. Donc, on vient juste rattraper. Et après, par contre, on développe son pas postérieur, la propulsion. Faut bien se dire que notre course, c'est une propulsion, c'est pas une traction. Hein. Ok. L'arrière propulse et l'avant vient naturellement tomber là où il doit tomber. Récupérer la propulsion et hop, ramener une nouvelle propulsion. Il rattrape et on repousse avec le pas postérieur. Donc, faut être attentif. On peut être attentif à ce détail technique de est-ce que je vais pas chercher trop loin? Des gens qui ont des douleurs sur les ischios, tendance à se déchirer régulièrement les ischios, ça c'est un classique, ou la contracture des ischios qui passe jamais. On peut, quand on a un peu étudié ce qu'on a dit avant, que ça ne suffit pas, on peut commencer à se demander est-ce que je vais pas chercher un peu trop loin devant. Okay. Mais quand on va chercher moins loin devant, c'est pareil. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter sa cadence. En allant chercher déjà un peu moins loin devant, si on force pas beaucoup plus trop en arrière, on augmente déjà sa cadence. Donc normalement, avec ce qu'on a dit avant, on a déjà réglé beaucoup de choses. Ok. Tout ça est très lié. Et après, quelqu'un qui veut, on est plus vraiment souvent dans de la performance pure. Des entraîneurs à l'œil, c'est pas facile, mais avec l'habitude, on voit, ils vont vous dire je trouve que tu lèves pas assez ton pied derrière, va chercher plus haut derrière, et on sent que ça nous amène dans une dynamique qui emmène. Alors après, faut avoir le moteur qui arrive à tenir. Ça, c'est un autre sujet. Ok, hyper intéressant. Un point sur lequel, je sais pas si on va l'évoquer après, mais sur le haut du corps et la posture du haut du corps en course à pied. Est-ce que tu as une image mentale aussi simple que ça pour nous aider à trouver oui, c'est une bonne question. Comment on doit se positionner? Déjà, faut regarder au loin. Faut pas regarder. Alors, faut regarder au loin, mais moi j'aime bien parler du sternum, de prendre conscience de son sternum. Notre sternum, il regarde devant. Il est pas renfermé comme ça. En plus, pour respirer, c'est mieux, mais ne pas s'écrouler comme ça, s'enfermer, ne pas s'enfermer dans une syphose. Vraiment, le sternum, il doit redresser. Au niveau pulmonaire, c'est beaucoup mieux. Le regard va se porter au loin. Mais on commence à baisser et à se tasser comme ça c'est pas bon. Ok. Le sternum, les bras, ouais. Ça c'est pareil, pas courir. Il faut qu'il y ait un mouvement des bras. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas. Alors ça sert à rien que ça soit immense ces mouvements-là. C'est vraiment un contrebalancier. Donc ça doit être assez naturel. Mais il doit y avoir un mouvement harmonieux des bras. Et ça vaut le coup quand on court de penser à sa posture, mais en prenant les points un par un. Est-ce que j'aurai bien le regard horizontal? Est-ce que j'ai le sternum qui regarde? Est-ce que mon bras droit il balance comme mon bras gauche? Ça aussi c'est des points qui sont intéressants des fois. Est-ce que sur le balancier formé par les bras, on doit
va chercher à uniquement avoir un mouvement qui va d'avant en arrière, ou est-ce que s'il y a un peu de mouvement parasite sur le côté, parce que ça on le voit parfois, on cherche à l'éliminer? Oui, idéal, oui, mais Dans l'idéal. voilà. Okay. Il n'y a plus de douleur en bas déjà, ça se passe pas trop mal. Oui. Okay. Oui. Et alors après, sur le sujet de la posture, est-ce que je cherche à me faire grand? Est-ce que je suis plutôt naturel? Et c'est plutôt le sternum, comme tu nous l'as dit, qui va dicter. On s'écroule pas. C'est plus ça le terme. On ne s'écroule pas. Okay. Et souvent avec la fatigue, on s'écroule. Okay. Et ça c'est pareil quand on arrive sur des fins de course, quand on fait du longue distance, etc. Des fois, on a l'impression qu'on ralentit, mais ça vaut le coup de se reconcentrer sur sa posture, sur sa cadence, en disant je vais essayer. Là, je rentre dans le dur, ça commence à tirer de partout. J'ai l'impression de souffler un peu plus fort en augmentant un petit peu ma cadence, en me tenant un peu plus droit. Mais en fait, on s'économise des douleurs et une fin de course. Enfin, c'est phénoménal. Ça vaut vraiment le coup d'y penser. Okay. Et je repense à ça par rapport au sternum. C'est aussi lui qui va dicter l'angle de notre buste. Oui. En partie. Alors, c'est quoi l'angle idéal? C'est d'être à 90, d'être tout droit? Non, un petit peu penché en avant. Un peu penché en avant. Okay. Parce qu'il y a ce déséquilibre qui est entretenu. Mais sans courir comme un bœuf. Ok. Les cornes en avant. Non, il faut être légèrement avancé. Okay. Une dizaine de degrés. D'autres choses là-dessus pour compléter? Non, en restons simple, c'est déjà pas mal. Parce qu'après, on peut divaguer sur plein de choses, mais non, je pense que c'est un bon. Ok. S'il y a des questions après, je sais pas s'il y en aura, mais voilà, déjà. On n'est pas trop mal là, je pense. On a parlé douleur, blessure, on a parlé technique. Maintenant, comment est-ce qu'on met ça en place au quotidien? On va parler PPG et peut-être PPS spécifique. Par quoi tu veux attaquer? Est-ce que déjà tiens, moi aussi j'ai une question. Est-ce que dans les gens que tu vois en cabinet qui doivent être des sportifs au niveau très hétérogène, du sportif du dimanche jusqu'au sportif pro ou quasiment? Non, pas pro, mais oui. Semi-pro, j'imagine. Des bons sportifs. Ouais. Est-ce que le renforcement musculaire, la PPG, la muscu, qu'on appelle ça comme on veut, est-ce que c'est un sujet dont tu as l'impression que les gens ont conscience et qui pratiquent suffisamment? Alors de plus en plus. Okay. Les gens ont de plus en plus conscience de ça et je trouve ça bien. Parce que la PPG, on voit que l'aspect. En fait, je pense que certains ne le faisaient pas trop parce qu'on ne voit que l'aspect renforcement pur, un muscle qui est de plus en plus fort et voilà. Et c'est vrai que un sprinter, il va vous dire, enfin, je pense c'est express cet exemple, il va vous dire, moi, vu ce que je pousse quand j'accélère, ils sont mignons avec les squats et les machins, mais en fait, c'est pas que ça, quoi. C'est aussi dans la PPG d'aller chercher. Moi, je trouve que le plus important dans ces mouvements, c'est d'aller chercher nos fins d'amplitude et les glissements tissulaires qu'il peut y avoir, et pas un seul glissement systématique propre à notre façon de courir. Ok. Et c'est là que c'est intéressant. Très intéressant. Quand on va faire des levées de genoux, on va emmener nos hanches dans des mouvements avec le bassin qui vont être complets. Parce que sinon, notre bassin, il va bouger que même si elle est parfaite, notre façon de courir, il va bouger que là-dedans. Et ça, au bout d'un moment, c'est pas bon. Toutes les articulations ont horreur de faire toujours pareil, la même chose. Okay. C'est comme ça qu'elles s'usent et quand les tendons fatiguent, les tissus autour fatiguent. Ok. Il y a une problématique de mobilité, c'est ça, aussi dans la PPG à aller chercher. À aller chercher, exactement. Ok. Et notre cerveau, en lui redonnant les angles complets qu'on peut avoir, va d'autant mieux les utiliser après dans notre course. Alors après, bien sûr que le renforcement, c'est important pour de la puissance, pour tenir notre squelette, les renforcements notamment des muscles latéraux au niveau des hanches, des stabilisateurs du bassin, etc. C'est hyper important. Ça, il y a même pas sujet là-dessus, notamment dans le fameux syndrome de l'essuie-glace. Je pense que c'est le truc que je vois le plus souvent. Donc voilà. Le renforcement est important, mais c'est aussi donner on va travailler toute l'ouverture de la hanche, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, et un truc, restriction qu'on a tous dans notre monde moderne, c'est de l'extension de hanche. Et on parlait tout à l'heure techniquement de l'importance de la propulsion et du pas postérieur, et de travailler cette extension de hanche, c'est important. Ok. Alors, ce soir, on parle course à pied. Est-ce qu'il y a déjà des exercices simples, efficaces, qui font une bonne partie du job qu'on peut mettre en place pour la course à pied? Si on devait en avoir, allez, je prends quelqu'un qui en a jamais fait et qui veut démarrer avec 2-3 exercices simples, est-ce qu'il y a des incontournables? Ils sont sur OpenTree. Merci. Non, mais blague à part, les incontournables, mais blague à part, c'est exactement pas ce par quoi le programme de PPG d'OpenTree commence, c'est-à-dire c'est les stabilisateurs de hanche et le dos. Ok. Et pas que les abdos. Alors ça aussi, le mythe des abdominaux qui font plus mal au dos, mais si on renforce pas son dos, ça va pas. Okay. Donc les abdos c'est bien, le gainage c'est bien. On nous vend un peu un rêve esthétique, mais c'est pas les abdos qui feront qu'on sera mince
minces et les plaquettes de chocolat, c'est plutôt dégraissé qui va faire ça. Voilà. Ceci dit, la sangle abdominale reste importante, mais aussi importante, et souvent elle est sous-estimée, que les muscles dorsaux et stabilisateurs de hanche. Pour moi, c'est vraiment en musculation le plus important. Après, il y a à égalité, je dirais, tout le côté pliométrique. C'est-à-dire, la course, c'est, comme je disais, un déplacement du centre de gravité, on réceptionne, on repousse. Un peu comme si on faisait un mini-saut, d'accord? Donc, on descend, on saute, on remonte. Et ça, c'est important à travailler. Okay. Alors, par rapport à ce que tu dis là, quels exercices peuvent correspondre à chacune de ces thématiques-là? Des exercices par exemple, de corde à sauter, mais c'est pareil. Commencez pas à faire 50 trucs de corde à sauter demain matin en disant je vais être super bon en course à pied. Ok? Il y a le renfort, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, mais ça me fait penser à ça, c'est les étirements. Oui, non, pareil. Bon, moi je trouve que les étirements, d'abord on fait plus d'étirements comme on faisait avant. On a oublié l'idée de tirer comme une bête sur un muscle, encore moins après une épreuve et juste avant, ça n'a vraiment aucun sens. Mais on peut faire qui est pas vraiment de la pliométrie, mais qui est du coulissement de nos tissus, des exercices de balancier de jambes, par exemple, que je peux montrer là. Des exercices bêtes. Par exemple, au lieu d'aller tirer très fort sur des ischios, à vouloir le poser, voilà, j'en vois le dimanche, ils sont comme ça, motivés. Dans les parcs, généralement. Voilà, exactement, ou sur des barrières très hautes, mais en fait, ils font même plus les ischios, ils sont comme ça, parce qu'ils c'est les adducteurs. Bon, bref, des exercices de balancier comme ça. On va aller chercher à étirer la chaîne postérieure. En douceur, c'est pareil. Ça, c'est des très, très bons exercices. On peut s'amuser sans se tenir. On va faire en plus un exercice ici de stabilisateur de hanche de l'autre côté, si je vais me mettre en face. Ici, on a le stabilisateur de la hanche. Ici, devant, on est en train d'étirer et de faire coulisser tous nos tissus, hein, parce que c'est pas que nos muscles, c'est nos fascias, c'est nos nerfs qui coulissent à travers tout ça, c'est nos paquets vasculo-nerveux. Enfin, c'est plein de choses très intéressantes, d'accord, qui vont, voilà, en faisant simplement ces balanciers, travailler autant vers l'avant que vers l'arrière. Il faut avoir envie de l'acheter, hein, la jambe derrière, d'accord, progressivement. C'est pareil, le matin, on y va tout doux parce qu'on n'est pas réveillé quand on fait son sport à jeun comme moi, des fois, voilà, et petit à petit, on verra qu'on gagne et qu'on arrive à jeter comme ça, là. Ça, c'est des exercices qui sont très intéressants. Okay. L'extension de hanche, je peux le montrer éventuellement, c'est l'exercice qui est assez connu, hein, un peu de la position chevalier servant, où on va venir comme ça. Là, je veux étirer ma hanche gauche, d'accord. Tenez-vous droit, j'en vois plein, ils sont comme ça, c'est pareil, hein, ils travaillent. Mais là, vous travaillez pas vraiment l'extension de hanche, hein, d'accord. Le buste, il doit rester perpendiculaire au sol. Donc, je suis comme ça, j'ai ma main ici, j'avance. Bien sûr que si vous penchez en avant, vous pouvez aller plus loin, mais ça m'intéresse pas. Moi, c'est que ici, le bassin, il avance. Ok, et là, je peux pousser, je peux même m'amuser pour aller rejoindre un petit peu les lombaires, là, à souffler comme ça et à relâcher. J'inspire, je vais être comme ça, je vais pousser, je vais souffler. Voilà. Ça, c'est des exercices tout simples qui me paraissent très intéressants. Ok. Donc ça, on est plutôt sur la partie mobilité avec ça, c'est ça. C'est ce qu'on appelle cette notion d'élasticité tissulaire, qui est très importante, parce que sinon on s'enferme et c'est comme ça que petit à petit des douleurs vont apparaître. Et quand on fait régulièrement cette PPG avec des mouvements simples, des petits sauts, du gainage, mais aussi du dos, voilà, des renforts de hanche, on fait travailler tous nos tissus un petit peu dans tous les sens et on entretient cette mobilité. Et c'est pas que quelqu'un qui peut être très raide, mais avoir un bon coulissement, finalement, une bonne mobilité tissulaire, alors que quelqu'un de très souple, ok, il a beaucoup plus d'amplitude au départ, mais ça lui tire, alors que nous, par exemple, dans la main, nous, thérapeutes, on va s'arrêter parce qu'ils ont mal, hein. On sent très bien que l'amplitude, elle va beaucoup plus loin. Tellement l'élastique, il était long à la base, mais ils ont perdu cette élasticité. Et ça, c'est le pire. C'est là que plein de blessures vont arriver très facilement. Ok, ouais. Ce qui insiste encore une fois sur le fait que la PPG ne permet pas que de renforcer directement. Exactement, c'est pas que ça. Aussi, tous ces gains-là. Tous ces gains-là. Est-ce que, alors on parle souvent de gainage. Tu as commencé à en parler rapidement. Le gainage, c'est si important que ça en course à pied? Alors, la course à pied, c'est le fait de courir gaine naturellement, même en zone 1. Pour ceux qui courent tout doucement, tranquillement, qui pensent perdre leur temps. C'est un gainage naturel. Donc oui, c'est important à un moment donné parce que au niveau de la performance, mais ça va compter et d'être gainé, ça va faire qu'on va mieux se tenir et on aura une meilleure
technique, on se tiendra mieux, c'est ça. Mais c'est pareil, gainage, j'entends bien. Souvent, on n'entend que les abdos. Ouais. Voilà. Le dos aussi. Moi, j'aime bien les exercices qui sont équilibrés en disant je fais autant d'abdos que sur le côté que le dos. T'as des exemples d'exercices qui te viennent en tête qui correspondent à ça? Oui. De gainage. De gainage, ouais. Faut que je le montre. T'es pas obligé, tu peux le décrire si on est sur des trucs. Un truc tout bête, mais il y en a plein dans les plans open free. Mais je vais faire la démo. Ok, on a le gainage, le truc le plus connu, la planche, d'accord? Moi, j'aime bien, par exemple, on se dit, on va prendre 10 secondes comme ça, 10 secondes comme ça, je me retourne, je fais encore travailler, là, mes abdos, 10 secondes de l'autre côté, et là, j'oublie pas, 10 secondes comme ça, en décollant tout. Après, on peut rajouter les mouvements qu'il y a, d'ailleurs, dans les trucs d'open, si on veut. Et après, on enchaîne. Quand on est capable de faire ça 10 fois, 10 secondes, et qu'il n'y a pas de point faible, parce que souvent, on s'aperçoit que d'un côté, c'est plus dur que de l'autre, etc. On fait 10 fois sur 20 secondes, 10 fois 30 secondes. 10 fois 30 secondes, quand on fait 10 fois le tour, c'est pas mal. Ouais. Ça, c'est un exercice qui est tout bête, qui est ultra complet, où on tient son corps en entier en gainant complètement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête sur les exercices un peu incontournables? Ça, donc j'ai montré l'extension, le balancier, je trouve ça super. Alors la corde à sauter, on n'est pas obligé c'est pareil. Quand je dis corde à sauter, des exercices de pliométrie qui consisteraient juste à sautiller comme ça c'est très bon. Il n'y a pas besoin sans aller. On absorbe sa contrainte et ça fait ressentir ce mouvement même. Un pied sur deux comme ça, de courir sur place, ça c'est un très très bon exercice. Et hop, on relâche, on marche, on fait un autre mouvement, hop, on repart, on fait ça. Mais c'est des choses qui sont vraiment importantes et qui sont du vrai préventif des blessures. C'est pas que dans un but de performance absolue, de vouloir être plus fort, aller plus vite, etc. Parce qu'il y en a, ils le font pas en disant moi je m'en fiche, de toute façon je suis pas là pour gagner du temps, je suis là pour y passer que du plaisir, mais c'est un vrai préventif des blessures aussi, quoi. Ok, hyper intéressant parce que dans ce qu'on voit là, c'est qu'on parle pas de trucs qui sont complexes, on parle pas de mouvements qui nécessitent du matériel, Rien. On parle de choses qui sont très fonctionnelles et qui sont très accessibles. Et comme tu le disais, en fait, ça va s'adapter aussi à notre capacité. Probablement que la première fois qu'on va faire la planche que tu montrais, frontale, latérale, et puis le Superman pour terminer, effectivement, au bout de 3 tours, on va être à la ramasse, quoi. C'est pour ça qu'il faut commencer petit à petit, progressivement. Mais par contre, ça vient vraiment vite. C'est moi, la plupart des patients qui l'ont fait, ils sont surpris de se dire, je pensais pas que, en fait, semaine après semaine, je passe des paliers, j'arrive à mieux tenir, je rajoute des secondes et je fais toujours mes 10 tours, là, puis c'est 5, c'est 6, c'est 10, c'est 20 secondes, 30 secondes. Non, c'est tout simple. Et c'est tout ça. Et ça prépare notre corps à mieux absorber la contrainte de la course à pied et à mieux tenir. Et aussi, à tenir dans le temps sur ceux qui font du long. C'est important aussi d'avoir un corps qui tient, quand ça commence à être difficile après des heures et des heures de course. Et peut-être, dernier point là-dessus, pour compléter l'aspect très pratique pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient démarrer, c'est quoi l'idéal là-dessus? C'est d'en faire un peu très régulièrement ou d'avoir des vraies plages dans la semaine, une vraie plage au début, 2 peut-être, en faisant une vraie grosse séance? Ou est-ce que c'est plutôt des routines du quotidien? C'est la régularité qui compte. Okay. C'est alors, si on a le temps que de mettre une fois, on fait qu'une fois, mais il faut être régulier. Ça sert à rien de mettre 5 fois pour se dire après, je ferai rien, ou j'aurai pas le temps pendant 2-3 semaines. Là, c'est compliqué. Okay. Quand on n'a pas le temps, on fait qu'un exercice, on fait pas tout le truc. C'est pas grave. Et le lendemain, on fait un autre exercice. Moi, j'ai plein de gens, ils ont pas le temps. Puis en plus, ils s'en foutent. Ils courent juste pour le plaisir. Il y a pas de course, il y a rien du tout. Voilà. Et ils font. Faut se donner 3 exercices, par exemple. Le jour où on a le temps, on en fait 3. Et le jour où on n'a pas le temps, on en fait qu'un. Et ça suffit. Ok. Hyper intéressant mais faut être régulier, ça c'est sûr. On peut, à partir de 5 jours, le corps il commence à oublier. Une semaine sans rien, il commence à oublier. Et puis pour relier au reste de l'entraînement, c'est loin d'être des minutes perdues, puisqu'en fait, moi j'aime bien prendre cette image. En fait, on a un spectre de compétences en tant qu'athlète d'endurance. Il y a des choses qu'on travaille jamais et la mobilité peut en faire partie. Et en fait, passer de
1 sur 10 à 4, 5 sur 10 en mobilité, ça va se faire beaucoup plus rapidement que d'essayer de gagner 1 point si on est déjà un 7 sur 10 en course à pied ou un 8 sur 10 en vélo. Tout à fait. Et l'idée, c'est d'avoir aussi le moins de failles possible dans ce profil complet d'athlète. Ok. Là-dessus, sur la partie PPG, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer? Non, je pense que j'ai rien. Enfin, on peut pas avoir. On a déjà été, à mon avis, assez complet. On essaie d'être concret aussi sur une méthode et sur des exercices pour déployer ça chez vous. En guise de conclusion, si on devait garder quelques éléments en tête, quelques conseils clés que tu as donnés ce soir pour prévenir les blessures, ce serait quoi? Eh bien, s'écouter courir, écouter ses sensations. On en revient à ce qu'on a par quoi on a commencé. Donc, écouter son corps, ses petites douleurs, ses petits ça me tire dans le mollet, sans en faire un drame. Il y a rien de dramatique, mais c'est une info. Je l'écoute. Là, aujourd'hui, mon mollet il tire. Ok, demain, comment ça va être? Faut peut-être que je fasse un peu moins, peut-être que je renforce, je fasse des exercices de pliométrie, des choses comme ça, ou de petits sauts. Bon, écouter, travailler à la sensation, s'écouter courir au sens son corps, mais le bruit qu'on fait, la foulée, voilà, ressentir son corps qui court. Et point par point, on peut passer les sorties en zone 1, c'est fait pour ça. Hein. Les sorties de récupération, les sorties où on est là, le petit footing de récup, ou des sorties longues où on s'ennuie des fois un peu, parce que c'est toujours le même parcours qui est bien. Donc, on pense à ça. Est-ce que je me tiens correctement? Comment est ma foulée? Comment est mon pas? Devant, derrière, mon attaque de talon, ma cadence, etc., etc. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc, faut pas non plus intellectualiser tout. Voilà, vous êtes bien, parce qu'il y en a plein, ils essayent de faire mieux que mieux, mais non, c'est bien, c'est comme ça marche. Voilà, et la course est bizarre, elle est bizarre, mais il n'y a pas de problème, donc faut pas tout changer. Hein. Ouais. Voilà. La fréquence, oui, ça c'est un sujet que j'aurais pu aborder même avant. La fréquence d'entraînement en course à pied, c'est très important. Hein. On sait que moins les gens s'entraînent, vont courir, plus ils ont de chances de se blesser. Okay. C'est-à-dire que je vais prendre pour un novice complet de la course à pied, qui se dit, il fait beau, c'est génial, je vais courir, là, ce week-end, 1 heure, je fais 1h15, truc de fou, quoi. Parce que j'ai rien fait, mais ça me fait tellement du bien. Mais il a beaucoup plus de chances de se blesser que celui qui fait 10 minutes tous les jours, ou 15 minutes tous les jours. Donc la grande sortie d'1h30 qui est pas faite pendant une semaine, vaut mieux faire 3 fois une demi-heure. Et en plus, on progresse mieux. En 3 fois une demi-heure par semaine, on progressera mieux qu'en faisant 1h30 tous les week-ends. Oui. Ça, c'est sûr. C'est incontournable. Même en endurance fondamentale, on progressera mieux. Et là-dessus, ce constat de la fréquence prime sur le volume, c'est vrai aussi pour des athlètes un peu plus entraînés? Oui. Okay. Et j'ai envie de dire, même quand on est fatigué, qu'on sent que ça tire, etc., je dirais qu'il vaut mieux essayer de garder, se dire, je suis fatigué, je vais faire une sortie, je vais courir 20 minutes, même quelqu'un qui s'entraîne 10 heures par semaine, qu'il aille courir 20 minutes tranquille pour pas perdre, pour garder son élasticité tissulaire, pour garder son schéma moteur, etc. Mais hyper cool, là, il descend vraiment footing très bas. Et ça c'est plus bénéfique que de jouer sur d'autres paramètres. C'est souvent de tout arrêter, tout couper. Ça a un sens quand on a après une grosse compétition, quand il y a une saturation mentale aussi, parce que ça c'est important. Mais sinon, le garder un petit peu comme ça, on a beaucoup moins de chances après de retrouver des blessures. Ok, très intéressant ça, très intéressant. Voilà. Après donc la fréquence d'entraînement, la technique de cadence, on en a parlé, et dans la PPG, pour moi, s'il y a une priorité, vu que naturellement le corps est plutôt fait pour courir, honnêtement, si on respecte la progressivité des choses, notre corps va se renforcer en fait en parallèle. Hein, pour quelqu'un qui se dit mais attends, moi j'ai pas le temps de faire tout ça, voilà, il a juste déjà à peine le temps d'aller courir 3 fois par semaine. Ok, il fait 3 fois par semaine, mais si il sait où mettre le curseur de la contrainte, il y a pas de souci, le corps va se renforcer. En PPG, s'il y a un truc que je garderais, moi, c'est l'aspect pliométrique, c'est-à-dire c'est coulissements, c'est glissements, comme j'ai pu en montrer, mais il en existe plein d'autres. Hein. Ça, c'est des choses
qui sont quand même intéressants parce que dans la course, il va quand même courir toujours sur les mêmes angles et toujours sur les mêmes amplitudes. Ok, Voilà. Super. Merci Pierre. C'était De hyper rien. complet. C'était très très complet. Là, je pense que on a bien mixé la théorie et des conseils pratiques que vous pouvez appliquer chez vous dès demain. Moi, Pierre, j'ai beaucoup aimé cette intervention. Il y a plein de trucs qu'on a déconstruits, d'autres sur lesquels on a mis des notions et des protocoles clairs. Là où parfois sur des trucs un peu fumeux, des choses sur lesquelles d'habitude on n'a pas une vision très claire de ce que ça représente. Là, on est reparti avec des exercices, des protocoles, des grands repères qui vont nous permettre d'être un peu mieux armés pour moins se blesser et pour aller un peu plus vite en course. J'espère que ça vous servira à tous et toutes. Bon, merci beaucoup Pierre. Je vous rappelle que si vous ne connaissez pas OpenTree, si vous n'avez pas encore essayé les programmes d'entraînement, au moment de ce live, on est mi-février. Il y a probablement une compète qui vous attend en début de saison. N'hésitez pas à venir tester 7 jours d'essai gratuit du programme. Il y a des gens comme Pierre qui sont là depuis plusieurs années maintenant sur le programme. On est un peu plus de 410 maintenant à s'entraîner ensemble. Et il y a vraiment des choses intéressantes à mettre en place pour démarrer votre saison. À tous, merci pour votre présence ce soir. N'oubliez pas, si vous voulez nous remercier pour ce live et remercier Pierre, il y a un truc à faire, c'est quand la vidéo YouTube sort, en plus des liens vers les vidéos que vous allez pouvoir aller chercher, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et idéalement un commentaire avec, ça va nous aider à la faire découvrir beaucoup plus vite à d'autres athlètes. Donc merci à tous, je compte sur vous quand la vidéo sort, un petit like, un petit commentaire et ça va nous aider. Déjà, ça nous met du beau au cœur pour continuer à proposer des épisodes et puis ça nous permettra aussi de se faire découvrir auprès d'un plus grand nombre de triathlètes. Pierre, on te retrouve de toute façon dans la communauté OpenTree. Oui. T'es notre référent kiné, ostéo et longue distance. Donc on aura l'occasion de se revoir sur d'autres contenus ensemble. Avec plaisir. Merci Pierre, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Et bonne soirée. C'était Devenir triathlète X OpenTree. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!